L'intégrale RMC Brésil, Gilbert Bribois. Slimani dans la profondeur de la seconde réparation. Slimani la frappe. Et goal, 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 goal. Goal Algérie. Et voilà la victoire de l'Algérie ce soir, 4-2 face à la Corée du Sud. Un peu plus tôt, la Belgique a battu la Russie 1-0 dans cette poule. La Belgique a donc 6 points. L'Algérie en a 3. La Russie et la Corée ont 1 point. Coach Courbis est là pour la suite de l'intégrale RMC Brésil. Rebonsoir Roland. Salut à tous. Et Daniel Riolo, rebonsoir. Bonsoir tout le monde. Messieurs, tout à l'heure, Stéphane Powell sera avec nous pour revenir sur la victoire des Belges tout à l'heure face à la Russie. Restons pour l'instant sur l'Algérie. On évoquera également l'équipe de France, plus l'avant-match d'États-Unis, Portugal tout à l'heure. Une équipe d'Algérie qui, c'est historique, pour la première fois de son histoire, marque 4 buts dans un match de Coupe du Monde, un festival offensif algérien. Roland, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le milieu de terrain et la défense, notamment en deuxième mi-temps. Oui, mais déjà, le résultat est une très bonne chose. Ce qui permet maintenant à l'Algérie d'y croire et de jouer cette finale, parce que ce sera une finale contre la Russie, et entre l'Algérie contre la Belgique, même si évidemment les Coréens ne sont pas du niveau des Belges, mais ça fait rien. Le potentiel offensif de l'Algérie ce soir, donc fait plaisir à tout le monde. Et bon, ça peut laisser des regrets aussi, mais maintenant on ne vit pas avec des regrets. Le match contre la Belgique, il ne faut plus y penser du tout, il faut penser au match contre la Russie, et ça va être un match très passionnant. Alors, juste un point, Daniel, avant que tu prennes la parole sur le groupe, parce que c'est important de le préciser. Les Algériens, s'ils veulent assurer absolument leur qualif, doivent battre les Russes, parce qu'en cas de nul, si la Corée bat largement la Belgique, avec la différence de but générale, ça peut jouer contre l'Algérie. Hein. Ouais, ça on peut quand même pas trop y croire. Donc la Corée va aller battre la Belgique 3-0, donc à peu près. J'y crois pas moi non plus, mais enfin bon, je précise. Donc je pense qu'on assistera effectivement à une finale entre Russie et Belgique, avec les Russes obligés de gagner et l'Algérie pouvant se contenter d'un nul. Et le facteur historique, puisque tu faisais référence tout à l'heure, plutôt que de voir les 4 buts, même si tu as raison de le souligner, c'est plutôt le côté historique, ce serait d'être en 8e pour l'Algérie, ce qui serait énorme pour ce pays. Ce serait la première fois. Et puis alors, si en plus tu as, et c'est parfaitement envisageable maintenant, le 8e contre l'Allemagne, imagine le clin d'œil à l'histoire, puisque tu convoques l'histoire, Gilbert. Oui, surtout que ce match-là pourrait donner le futur adversaire de la France éventuel en quart de finale. Ouais, enfin avant de penser à ça, si tu veux, déjà je pense que en Algérie, je pense que ça suffira largement de penser à Algérie-Allemagne dans un premier temps, si tu veux. Ah bah tiens, justement, on va aller faire un tour auprès des Algériens à Paris, parce que Georges Quirino a suivi le match avec eux. Georges, comment est l'ambiance ? Ah bah, il va falloir que je les retrouve, les Algériens, Gilbert, parce que il y en a plus du tout autour de moi. Je vais t'expliquer. Donc, je suis dans un bar à Chicha dans le 14e arrondissement de Paris. Et au coup de sifflet final, 1, 2, 3, vive l'Algérie pour tous les supporters. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça doit être ça. Ils sont tous partis. Alors, t'entends peut-être les klaxons derrière moi. Ils sont tous partis direction les Champs-Élysées. Là, il y a des voitures qui passent avec des drapeaux algériens de partout. Donc, c'est vraiment une ambiance de liesse, que ce soit pour la jeune génération qui n'a jamais vécu une victoire en Coupe du Monde pour l'Algérie, et la génération un peu plus âgée qui est vraiment émue de revivre ça, voilà, de revivre ces moments-là. Donc là, c'est un grand moment de liesse. Je pense qu'on va aller sur les Champs-Élysées dans quelques instants et constater que c'est un bon soir pour l'Algérie et pour toute la communauté algérienne ici à Paris qui se fait entendre déjà dans les rues de Paris. Merci Georges, à tout à l'heure, peut-être donc en direct des Champs-Élysées. On est là jusqu'à 2h du matin dans l'intégrale RMC Brésil, donc on aura l'occasion de te suivre. Magid au 32-16 est avec nous, bonsoir. Bonsoir avec toute l'équipe. Bonsoir. Magid, comment t'as vécu ça, toi ? Oh là là, en extase totale. En extase totale. Déjà, premièrement, je voudrais, franchement, avant toute chose, je voudrais remercier tous les éducateurs français. Parce que c'est eux qui ont formé toute l'équipe d'Algérienne. Pas mentir, Fegouli formé à Grenoble, Brahimi formé en France. C'est grâce à tous ces éducateurs qu'on en arrive là pour l'instant. Ouais, alors Magid, alors là-dessus, tu vois, je veux bien, mais alors justement, étant donné la polémique qui règne en ce moment en Algérie à ce sujet, quand tu vois en Algérie, on reproche à Veil de pas prendre de joueurs locaux. Si tu vois que Slimani qui a marqué, si tu vois Slimani qui a marqué, qui a fait un excellent match, n'a pas été formé en France, que Ali c'est pareil, et que par exemple un Yacine Brahimi a fait un très bon match, et a été, laissez-moi terminer. Le petit Djibour. Il a été formé effectivement en France à Rennes, mais quand tu vois qu'à Rennes, il était absolument insupportable
responsable et qu'il s'est barré en Espagne et que c'est là-bas, parce que la formation est une chose, l'éclosion et ce qu'on fait de toi en tant qu'homme et joueur, c'est autre chose. Et il se trouve que justement, je trouve qu'ils sont bien meilleurs depuis qu'ils se sont barrés. Ouais. Après, Jérémy, il a aussi. Si tu veux vraiment mettre ça tout de suite sur ce plan-là. Non, c'était le petit clin d'œil, les gars. Mais je voudrais juste poser une question à coach, moi, pour le match contre la Russie, savoir comment on peut aborder ce match. Alors, soit on reprend la tactique qu'on a fait contre la Belgique, on attend un petit peu et on attend et on contre, ou soit on est offensif, quoi, parce que on passe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quoi. Le problème, il faut pas comparer la Russie avec la Belgique, il faut pas comparer la Russie avec la Corée, il faut surtout parler du contexte de ce match. Et la chose la plus importante dans ce match, c'est qu'il y a une équipe sur le terrain qui est obligée de gagner avec une équipe qui gagne, si je peux m'exprimer ainsi, en faisant match nul. Donc ça donne une possibilité supplémentaire à l'Algérie d'être solide tout en étant dangereux. Ils ont démontré ce soir que le potentiel offensif existait, ce qui veut dire que tu rencontres les Russes qui seront obligés de gagner, la possibilité de les prendre en compte, de leur faire peur, ce qui n'a pas été le cas contre la Belgique, et pas seulement de leur faire peur, de leur faire mal de temps en temps. C'est un match que si je suis entraîneur ou sélectionneur, je préfère jouer ce match-là à la place de l'Algérie que de la Russie. Ouais, mais alors attends, moi je vais te répondre aussi. Vas-y. Savoir comment tu vas jouer un match, moi je veux bien que effectivement les calculs soient possibles, parce que oui, tu es gagnant en faisant match nul, mais encore faut-il savoir ce que ton équipe est capable de faire. Moi, entre ce que j'ai vu contre la Belgique, où l'option a été justement, on a un peu peur, on sait pas trop ce qu'on sait faire, on attend et on voit si on parvient pas à mettre un contre, et où ça a été nul et où je pense tu joues comme ça, t'es mort. À moins que tu saches le faire, le béton, mais je crois pas que cette équipe soit vraiment capable de le faire. Et ce que je vois là dans la première période, où en jouant un petit peu tendance mondiale de cette année, c'est-à-dire en étant fort au pressing, en jouant assez haut et en mettant du monde sur les ballons de récup vers l'avant, bah là 3-0 à la mi-temps, je te dis pas qu'ils feront ça à chaque fois, mais il me semble quand même que ce style semble un peu plus leur correspondre, parce que dès le début de la seconde période, quand ils ont commencé un peu à reculer, vous savez pas trop quoi faire, c'est quand même assez paradoxal qu'à 3-0, tu regardais les visages quand les Coréens mettent le but d'entrée, ils sont à 3-1, presque il y avait, je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais presque il y avait comme un vent de panique, genre faut pas qu'on en prenne un deuxième trop vite, parce que sinon ça a mal tourné cette affaire. Ça veut dire que je pense que cette équipe elle est pas assez forte pour gérer, elle est pas en maîtrise totale de son sujet, et qu'il vaut mieux qu'elle mise sur une forme d'enthousiasme et sur le jeu, quoi, ce qui fait d'abord la force de pas mal d'équipes dans cette Coupe du Monde, plutôt que sur un calcul et une gestion. Je sais pas si elle a les joueurs pour faire ça. Pour faire ce genre de calcul, il faut que tu aies des briscards, des mecs qui sont très habitués à le faire. C'est-à-dire que, Daniel, on a vu des lacunes tactiques au milieu, notamment sur le replacement. Roland, je sais pas ce que t'en as pensé. C'est compliqué de se mettre derrière, d'attendre et tout. Ça demande beaucoup moi, dans ce que je t'ai laissé parler, dans ce que j'ai expliqué, ou alors je me suis mal exprimé, je ne t'ai pas dit que les Algériens doivent jouer derrière comme contre la Belgique et préserver le match nul, parce qu'avec un match nul, je te dis que les Russes sont obligés de gagner ce match. Donc ça c'est une obligation, c'est une certitude. Ce qui veut dire que les Algériens, avec ce potentiel offensif comme moi ce soir, a la possibilité à chaque attaque russe de leur mettre une contre-attaque dans la gueule. C'est comme ça que je vois le match. Messieurs, juste une petite info qui n'a rien à voir, une info qui concerne le Cameroun. Je vous ai annoncé depuis 20 heures qu'on attendait la conférence de presse de Samuel Eto'o. Elle était prévue. Samuel Eto'o, finalement, n'est pas venu à la conférence de presse de veille de match à Brasilia ce soir. Demain, le Cameroun affronte le Brésil. Tout Par va ailleurs, bien pour lui, vraiment. Eto'o n'a pas participé à l'entraînement également ce soir, ce qui n'exclut pas une présence éventuelle demain lors du match. Bon, enfin, ce qui veut plutôt dire qu'a priori il jouera pas. Voilà. Donc voilà les dernières infos du Cameroun concernant Samuel Eto'o. On aura l'occasion d'y revenir si on en a d'autres. Hein. Donc je répète, Eto'o, qui était annoncé en conférence de presse, a été remplacé finalement par un autre joueur. Il ne s'est pas en même temps, je pense que la fin du calvaire camerounais s'achèvera demain. Voilà. Et puis on en parlera plus. Je pense qu'il n'y a plus rien à en dire. Certains au Cameroun souhaitent qu'Eto'o quitte la sélection et arrête pour passer à autre chose. Je pense que c'est plutôt une bonne idée, parce que là, vu ce qu'il fait en ce moment, je pense qu'il fait plus de mal que de bien. Majid, merci à toi. On t'envoie un t-shirt RMC Brésil. Et tiens, Afid veut également parler de ce problème défensif de l'Algérie au 32-16. Afid, bonsoir.
Oui, bonsoir messieurs. Je suis très heureux d'intervenir dans votre émission sur RMC. Ça fait un bon moment. Mais on est très heureux de t'avoir déjà. Ok, très bien, merci. Vous faites vraiment un boulot remarquable. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que je me rends compte, moi qui suis le football, j'ai plein d'anecdotes par rapport aux Coupes du Monde, de Kempes à Cruyff, etc. Et je me rends compte que je ne suis pas un spécialiste autant que vous, autant que certains qui interviennent sur votre radio. Et c'est vrai, quand on écoute ça, on est quand même un peu très très surpris. 3 ans de préparation avec un entraîneur qui a quand même relativement de l'expérience dans ce métier de foot, et que il y a ce problème défensif. C'est assez enfin voilà, bon, ceci dit... tu sais, peut-être que simplement il n'a pas les joueurs pour faire mieux, hein. Enfin, je sais pas. Oui, mais justement, ce qui est intéressant, si vous permettez, c'est que juste pendant que j'attendais... pendant que j'attendais pour intervenir, Daniel Riolo, justement, je l'entendais parler j'étais totalement d'accord avec lui, quoi, que malheureusement cette équipe, il y a un manque de maîtrise, il y a un manque, voilà, c'est un peu dommage. Enfin, moi personnellement, je suis absolument pas dans une espèce d'euphorie, parce que je trouve ça très très bien, je trouve ça c'est vraiment génial. Même si la fin du match, j'étais totalement comme Ali. Ali, il est un tout petit peu inquiet parce qu'on sentait même que les Coréens étaient capables d'égaliser. Ali à 3-0, Roland, Daniel, je sais pas si vous l'avez entendu, à 3-0, il lui dit oulala. Il sentait que c'était pas bon. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Et quand ils ont pris le but, le score, en fait, malgré le score, les Algériens n'étaient pas du tout sereins. Pourtant, il y avait une marge qui était assez suffisante, mais on sentait bien qu'ils n'étaient pas en maîtrise de l'événement. C'est curieux. Roland, t'as entraîné en Algérie. Tu étais encore il n'y a pas si longtemps, coach. Oui, alors. Tu as vécu des trucs comme ça aussi, toi. Je le dis, je parlais de manque de culture tactique tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi, c'est difficile pour moi de parler de ça. Mais bon, ce que font les Algériens dans cette Coupe du Monde, le premier match c'est contre la Belgique, c'est pas facile. Alors il y a eu une équipe d'Algérie timide, ok, qui regrette peut-être, mais enfin c'est contre la Belgique. La correction a été faite par Vaïd, le staff et les joueurs. L'équipe de Corée, c'est pas une grosse équipe peut-être, mais enfin oui, une fois qu'on en a mis 4, on dit c'est pas une grosse équipe. Elle a quand même fait match nul contre la Russie. Donc et à chaque Coupe du Monde, ils sont difficiles à battre. Donc après, culture tactique, pas tactique, enfin, ce que fait l'Algérie pour le moment, c'est déjà très très bien, je trouve. Allez messieurs, dans quelques instants on va passer nous à l'autre match de cet après-midi. On va parler avec Stéphane Pauwels de la victoire de la Belgique face à la Russie 1-0. Je rappelle que l'Algérie a donc battu la Corée du Sud 4-2. On aura également la conférence de presse de Vaïd Halilhodžić dans quelques minutes, hein. Donc on reparlera aussi de l'Algérie avec Vaïd tout à l'heure. Plus l'équipe de France au programme, plus Portugal, États-Unis à venir à minuit à Manaus, qui sera aussi là, un match qui promet. Voilà le programme de l'intégral RMC Brésil qui revient avec vous tout de suite et avec coach Courbis et avec Daniel Riolo. On y va. Intégral RMC Brésil. Intégral RMC Brésil. J'étais dans plusieurs groupes et celui-ci ça fait peur parce que tout va bien. Ils ont été efficaces, présents. Ils ont joué collectif. On sait où on veut aller, bien sûr. Tout le monde va aller le plus loin dans la Coupe du Monde et pourquoi pas la gagner. C'est un match superbe. Et la France, vraiment, c'est une équipe qui monte en puissance. Voilà. Rester concentré, ne pas s'enflammer non plus. Maintenant, il reste un 3e match. Il va falloir finir premier de ce groupe. C'est important pour après les 8e. Gilbert Bribois. Voilà, on a entendu quelques joueurs de l'équipe de France, bien sûr, et on va en reparler des Bleus dans quelques minutes, car l'entraînement de ce soir est sur le point de se terminer. Mais tout de suite, la Belgique qui s'est qualifiée cet après-midi, 2 matchs de victoire. Cet après-midi, c'était face aux Russes 1-0. Messieurs, dames, attention, jingle, Stéphane Pauwels. Avec la mer du Nord. Gamin, viens. J'arrive de manger qu'une fouet. Ouais, on va rester seul dans ce bois, hein. J'ai vécu de grands moments avec beaucoup de Belges. Si je t'emmerde, tu le dis, hein. Écoute pas, tu es complètement inattentif. Et pour moi, c'est un charlot, c'est un ignorant. Le plat pays qui est le mien
Il est en 8e, le Popo la Saumur. Salut Stéphane. Popo la Saumur, il est en 8e. Et autant vous dire que ça a encore été très compliqué. On a encore dû attendre les dernières minutes, mais on monte en puissance légèrement, tout doucettement. On va pas s'enflammer parce qu'aujourd'hui, franchement, les Russes ont fait jeu égal. Si vous regardez un petit peu la possession de balle 50-50, les tirs cadrés, ils en ont eu un de plus que nous. Donc on n'a pas été brillant, mais Eden Hazard a fait la différence les 10 dernières minutes. C'est lui qui a commencé à enfin jouer à son vrai niveau. Mais bon, on a toujours des lacunes, on n'a pas de finisseur. C'est le jeune Origi qui nous met un super but parce que Lukaku... on en parlait tout à l'heure avec Roland et Daniel. Tu mettrais qui, toi, en pointe, là ? Il faut mettre Origi, Lukaku, ça va pas. Écoute, moi je le dis depuis 1 an et demi, cet attaquant est surcoté. Il a mis 2 buts sur 10 matchs dans les tours préliminaires. 2 buts sur 10 matchs, les 2 buts contre les Croates, donc il nous a qualifiés. Et il mange là-dessus, il mange dessus. Et il mange dessus, et puis après derrière, il n'en touche plus une. Allez, faut arrêter, les 3 buts qu'il met contre le Luxembourg en match amical, allez, c'est le Luxembourg. Contre le Luxembourg, un peu d'entraînement, et même Gilbert, il les met. Non, mais c'est ça, je dirais. Donc derrière, et alors il n'en touche pas une. Alors il a un crédit incroyable avec la presse belge, mais je pense qu'il vient de se tirer une balle dans le pied parce que aujourd'hui il a refusé la main de Wilmots en sortant du terrain. Et Stéphane, c'est marrant alors que Wilmots te protège depuis le début. Attention, pause, messieurs dames. Vahid Halilhodžić démarre sa conférence de presse. Stéphane reste avec nous. On va écouter juste les premières réponses. Coach Vahid. La force de cette équipe, c'est le collectif. On était tous un petit peu vexés avec les critiques injustifiées parce qu'on a joué contre l'équipe de Belgique, une des meilleures équipes d'Europe, avec un petit peu plus d'attention. On aurait pu faire un exploit. Même l'équipe belge, il est nettement plus fort comme notre. Tactique, ça marchait pendant 70 minutes. Après, ils ont craqué. Vous voyez les prises aujourd'hui à deuxième mi-temps, c'est la même chose que je répétais. C'est match fini. Attention, premiers 15 minutes, il ne faut pas prendre sur tout le but. Récemment, cette équipe jaune, un petit peu psychologiquement, ne supporte pas les pressions. Le premier mi-temps, c'est presque match parfait. C'est tous les comportements de jeu, efficacité. Et on avait comme habitude les passages vides. Est-ce qu'il est physique, est-ce qu'il est mental? Il faut bien analyser, discuter. Mais je pense Algérie, l'équipe, il a fait un match héroïque. Je félicite le joueur. Premier mi-temps, c'est presque à la perfection. Et comme je vous dis dernière fois là, si je peux dédier cette victoire, ça c'est un supporter de l'équipe Algérie et peuple algérien qui l'attendait ça depuis 32 ans. Et on a fait le cadeau pour nous aussi même. Voilà la première réaction de Vahid. C'est incroyable ça, mère Gilbert Bribois. C'est incroyable. Et donc tu m'as pas demandé de traduire Gilbert ce soir, pourquoi? Mon bon Vahid. Tu veux créer le faux Vahid? Il a fracassé Riolo Vahid la dernière fois après le match des Belges. Et je lui ai dit, il faut pas l'enterrer. Ouais, t'as fracassé Vahid. T'as dit que les Algériens n'avaient rien proposé. Je crois que c'était Daniel. Daniel. Bien sûr. Mais ici, c'était quand même mieux. Ils ont proposé quelque chose de différent et un petit peu plus offensif. C'est pas une équipe brillante. Il a changé 5 joueurs, Stéphane. 5 joueurs. Il a mis. Enfin, tout le visage était différent de Slimani, Brahimi. C'est plus la même équipe. Non, je pense, Daniel, en ayant travaillé un petit peu avec Vahid quand même pendant 3 ans, je pense qu'il a eu peur contre la Belgique de ramasser et il a essayé de mettre une équipe complètement défensive. Il va pas falloir qu'il ait peur contre la Russie. Non, mais les Russes, justement, aujourd'hui, attention, parce que les Belges, on s'en sort bien. Tu sais qu'il y a un pénalty très limite pas sifflé pour les Russes, ça peut être sifflé. Il peut être sifflé, donc on a eu chaud. Derrière, ils nous ont mis le feu devant, là, ils sont 2-3 là devant.
ça va à 10 000 à l'heure, les Russes. Honnêtement, ils ont fait bonne figure. Hein. C'est parce que nous, on a eu un coup de génie de Eden là, qui a fait zim zam zoom sur le côté gauche et qui a donné un caviar au petit Origi. Ceci dit, le petit Origi, moi, il me plaît bien. Hein. Non, mais alors, tu as bon goût. Hein. Mais nous, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que d'abord, effectivement, et je me souviens quand j'étais venu te voir en Belgique, là, dans ton émission l'année dernière, j'avais dit que moi, Lukaku, je le trouvais pas bon, et c'est vrai que tes confrères avaient un peu tiqué, donc c'est là que j'ai compris que. Moi, il m'allume tout le temps. Moi, je suis le Riolo de Belgique bien et tout. Moi, je comprends pas. Ça fait longtemps que je le dis. Et plutôt qu'Origi, tout à l'heure, on disait ça avec Roland. Peut-être, je trouve que ce serait presque mieux de démarrer avec Miralas. Et Origi, je trouve qu'il a le profil parfait du Joker. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, mais il a vraiment ce qu'il faut pour mettre le feu sur une fin de match, et je suis moins sûr, parce qu'il est encore jeune, qu'il puisse être au top dès le début. Alors que Miralas, moi je trouve que c'est un joueur stable. C'est un bon joueur. Kevin Miralas, une des plus belles saisons qu'il a faites au LOSC avec au Club Puel, c'est quand il joue en pointe, dans un système à 3 devant. Et donc il peut jouer comme ça. Moi je suis assez d'accord avec toi. Écoute, le problème de Lukaku, appelle Vilmox, tu lui dis que je veux du bien à sa sélection. Non mais Marc, le problème de Marc, bon, moi je l'adore, il fait du super boulot, mais comme tous les entraîneurs, et c'est pas que c'est Roland qui va me contredire, chaque entraîneur est parfois un petit peu têtu sur un ou deux joueurs. Non, Roland n'est pas têtu du tout. Où il s'obstine, mais attention, je respecte ça, où il s'obstine en disant c'est mon meilleur système, ça va fonctionner. Bon, Benteke était notre attaquant, et Benteke était vraiment le meilleur attaquant que nous avions. Il se blesse, il se décide de mettre Lukaku parce qu'il dit c'est un target man. Sauf que la grande différence entre Benteke et Lukaku, c'est que Benteke il sait se retourner, il garde un ballon et donc il permet de jouer un peu plus haut. Le problème avec Lukaku, tu le perds systématiquement. Tu lui donnes un ballon, il se remet en retrait. Il est incapable de se retourner. Il est incapable de se retourner. Et donc, alors, contre l'Algérie, la presse belge, on l'a encore une fois soutenu, ouais, mais les Algériens jouent à 4 derrière et compagnie. Très bien. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arguments. Aujourd'hui, contre les Russes, faut arrêter. Il s'est pas retourné une seule fois. Alors, moi, je suis déçu un petit peu ça. Bon, voilà. Juste sur Hazard, il y a Gaël qui dit bon, on va quand même pas s'enflammer sur Hazard. À part sa passe décisive, il fait pas grand-chose. Le dit. Bah ouais, alors je vais vous répondre. Hein. Je vais vous répondre sur ça parce que c'est un petit peu toujours aussi la presse belge. Autant ils sont complètement derrière Lukaku, autant Hazard il fait un demi-match, il le fracasse. Moi, je suis désolé. Hein. Lors de notre tour qualificatif, dans les fameux 10 matchs que nous avions fait, on était lamentable contre la Macédoine. Mais quand je vous dis lamentable, c'était 0-0. Qui a fait la différence pour le 1-0? Eden Hazard. Les grands joueurs sont là le jour J. Et aujourd'hui, je suis désolé, si Eden Hazard, le dernier quart d'heure, il commence pas à faire des coups de rein et à commencer à enflammer sur le côté gauche, c'est lui qui donne le caviar à Origi. Et à Mertens sur le premier match. Exactement. Et mais le petit Mertens c'était très bon pendant oui, il est bon, il faut démarrer comme ça là devant avec Miralas entouré par Mertens et on est complètement d'accord. Aujourd'hui, si tu prends la même équipe des Belges et tu mets à la place de l'attaquant ou Miralas ou le jeune Origi, après c'est des choix, l'équipe est beaucoup plus compétitive. Maintenant on a un vrai problème au poste d'arrière gauche parce que Vermaelen, bon il est cramé, il s'est fait mal au genou là. Il est blessé et Vertonghen c'est pas un vrai arrière gauche. Quand vous voyez le but qu'il prend contre l'Algérie, pour moi on a un problème. Stéphane, on nous dit que c'est un peu chaud là à la conf de Vaïd, on va écouter parce qu'apparemment il est en train de se chicoter avec la presse algérienne. Ouais, c'est chaud. Et maintenant c'est un challenge supplémentaire contre une nation comme la Russie. Essayer de faire d'autres exploits pour essayer le plus grand exploit dans le football algérien, ça veut dire passer à 12e tour. Ça sera un petit peu compliqué, mais ce sera le plus grand exploit du football algérien. Mais tout voilà, est possible. On va encore écouter une de ses réactions. Gilbert. Ouais, Steph. Moi, j'ai travaillé en Algérie 3 ans. La presse algérienne, je ne veux pas défendre Vaïd, mais à part 2-3 journalistes dont Yazid Ouaib de El Watan, le reste ils sont pas plus journalistes sportifs que moi je trouve Peyo, je veux dire c'est n'importe quoi. Je te le confirme, j'ai eu parfois des les mecs genre ils racontent tu dis une phrase et tu la retrouves à l'envers le lendemain. J'ai fait cette expérience troublante. Je vais vous raconter une anecdote quand j'étais à la Coupe d'Afrique en Tunisie et que je m'occupais de l'équipe nationale et un petit peu team manager, j'avais fermé l'hôtel parce que j'en avais plein le dos de voir ces journalistes arriver. Tu sais que malgré ça, malgré les bodyguards, les mecs j'ai trouvé dans la chambre des joueurs où ils racontaient tout et n'importe quoi. Et le lendemain, ils racontaient des couillonnades. Pour un entraîneur travaillant en Algérie, la presse c'est très compliqué, franchement. Et en plus, je vais être très très dur.
mais c'est pas des grands spécialistes du football. Donc ça veut dire que généralement, les types, ils découpent l'entraîneur sans aucune réflexion footballistique, tu vois. Et je trouve que Vaïd, j'étais d'accord avec Daniel en disant que les Algériens n'avaient pas beaucoup proposé contre les Belges, mais c'était pas une raison de remettre tout en question. Aujourd'hui, ils ont gagné, les Algériens. C'est pas arrivé depuis 32 ans. Bon. Tiens, on va te laisser sur un petit tweet de Nico. Il nous dit Stéphane Powell, il a l'air vraiment sympa, ce mec. C'est franchement dommage qu'on l'entende plus après les 8e, nous dit Nico. Ouais, mais non, mais le 8e, il va être jouable là contre. Je continue à dire qu'il faut rester humble, les pieds sur terre, et je suis pas toujours convaincu avec ce que j'ai vu pour l'instant qu'on propose du football pour pouvoir aller jusqu'en finale. On va attendre. En finale, tu t'enflammes en finale. T'es en 8e, le 8e, ce sera. Allez, merci, gamin. Ouais, ça va être les États-Unis ou bien peut-être les Allemands ou peut-être le Nigeria. T'imagines le truc si on se tape les Allemands? Nigeria, non, c'est Ghana. Ghana, pardon. États-Unis. Ghana. Ouais. Ou Portugal, parce que l'Allemagne va faire premier du groupe et vous aussi. Salut Steph. Messieurs, s'il vous plaît, on prend tout de suite la direction de Manaus. Alerte RMC Brésil. Le match États-Unis-Portugal est là. Qui va le suivre pour nous, messieurs, dames? Il est là. Vas-y, il trouve quelque chose. L'entraîneur, sélectionneur, pilier du Média Football Club, Pierre Dorian, messieurs, dames, il est là. Salut Gilbert, salut à tous. Désormais, je vais faire mes causeries pour le Média Football Club à la Vaïd. Ah, vas-y. Ça, c'est Club Média Football Club. Les compos. Alors les compos, pas de surprise, c'est conforme à ce qu'on attendait. Howard dans les buts côté américain avec une charnière Bessler-Cameron, les latéraux Johnson et Bisley, Beckerman devant la défense, milieu Jones, Bedoya, Souzy à gauche, alors je sais pas s'il faut appeler Souzy ou Zouzi, et puis Bradley qui sera derrière Dempsey, le capitaine qui est buteur en absence de Altidore qui est blessé, je vous le rappelle. Côté portugais, Beto est dans les buts, Ricardo Costa en charnière centrale avec Bruno Alves, ça c'est la bonne nouvelle, il peut tenir sa place. À gauche, André Almeida, à droite Joao Pereira, le milieu de terrain, pas de changement, Veloso, Moutinho, Meirelles, et puis Nani à droite, Ronaldo à gauche, Elder Postiga en pointe. Dans quelques instants, nous revenons avec Nicolas Villas pour parler du Portugal et puis l'équipe de France également. Le résumé de la journée par Mohamed Bouafsi. Puis le match à partir de minuit dans l'intégrale RMC Brésil avec donc Pierre et Jean-Louis Tour et tous ses amis, les pêcheurs, les étudiants, les routiers au 32-16. À tout de suite. Intégrale RMC Brésil. Intégrale RMC Brésil. Gilbert Bribois. Coach Courbis est là, Daniel Riolo est là, Nicolas Villas dans quelques instants et Mohamed Bouafsi qui est avec nous. Mohamed, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir Gilbert. L'entraînement est terminé pour l'équipe de France à Ribeirão Preto. Oui, l'entraînement est terminé, pas de grands changements par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Raphaël Varane n'a vraiment pas dû participer à cette séance pour cette blessure théorique. Mamadou Sakho a participé à la fin à la séance, il a eu des petits exercices, les Bleus ont eu des exercices aussi en début de séance. Tous les joueurs étaient là à part Paul Pogba et Laurent Koscielny qui étaient ménagés, qui sont restés aux soins. Une petite anecdote pour vous dire que Didier Deschamps, c'est aussi ça, c'est la rage de vaincre et la rage de gagner tout le temps. Il est resté jusqu'à la fin pour gagner au tennis ballon, puisque les Bleus ont fait des tennis ballons pour finir cet entraînement. Les lumières du stade de Ribeirão Preto étaient en train de s'éteindre, il ne voulait pas partir avant de gagner un match au tennis ballon face à Hugo Lloris et Michael Landreau. Donc voilà, cette petite scène, c'est la seule petite anecdote, on va dire, qui est à retirer de cet entraînement du jour. Merci. L'essentiel, bien sûr, c'est que Sakho a couru et que donc ça a l'air d'aller pour lui. Merci Mohamed. Tiens, un petit tour à Paris sur les Champs-Élysées, Georges Quirino, avec une marée de supporters algériens après la victoire 4-2 tout à l'heure face à la Corée du Sud, Georges. Ouais, impossible de circuler Gilbert. Je suis dans ma voiture, je suis arrêté, je peux plus circuler sur les Champs-Élysées parce que c'est une marée humaine de supporters algériens qui sont là. Toutes les voitures ont mis les warnings, tout le monde est arrêté, les supporters montent sur leur toit de leur voiture. Vous entendez même les motos à côté de nous qui font vomir leurs moteurs. Ils ont des drapeaux algériens sur les épaules. Il y a même des feux d'artifice qui sont lancés sur les Champs-Élysées, des fumigènes. Ils sont debout sur le toit avec leur drapeau algérien sur le dos. Vraiment,
une atmosphère assez incroyable ici sur les Champs-Élysées. J'imagine que tu dois entendre les motos derrière moi, Gilbert. Voilà, c'est une atmosphère de victoire pour l'Algérie ce soir. On espoir en 98 pour la victoire française. C'est juste une victoire pour l'Algérie là ce soir en Coupe du Monde. Mais quelle était attendue cette victoire? En tous les cas, elle est fêtée de la meilleure des façons ici sur les Champs-Élysées. Merci Georges, bonne soirée et tout de suite Nicolas Villas, lui aussi va peut-être défiler sur les Champs-Élysées à 2h du matin après une victoire portugaise. Allez savoir, salut Nicolas. Oh la vive. T'es tendu mon petit gars? Absolument. Ouais complètement. Je peux te dire qu'il va pas bien. Ouais, il y a des jours comme ça. Il a commencé à attendre la compo des Portugais à 2h du coup d'envoi. Je lui dis mais à 2h du matin d'hier. J'ai dit mais t'inquiète, elle tombe que 1 heure avant, mais il continue à regarder. Ouais. Il s'est dit je vais peut-être savoir quelque chose avant. Non, mais il y a bon, je sais pas la panique. Tu veux qu'on en parle maintenant ou pas de la compo? Ah bah oui, t'es là pour ça là. Regarde, on a 10 minutes devant nous là. Ah ouais, c'est génial. On a 10 minutes devant nous pour faire un petit avant-match complet avant États-Unis-Portugal. Bon, inutile de vous rappeler que les Portugais avaient pris très cher lors du premier match face à l'Allemagne et 4-0. Voilà, et on s'attendait à ce qu'il y ait des changements. Il y a des changements forcés puisque il y a pas mal d'absents, on en parlait tout à l'heure, le gardien Rui Patricio qui est blessé, Coentrão pour qui le mondial est fini, d'ailleurs il est déjà au Portugal. Bruno Alves qui était incertain est finalement là, Pep est suspendu et puis Hugo Almeida donc qui est blessé. Alors, il a opté pour Postiga en pointe. Beaucoup ne l'aiment pas mais c'est le deuxième meilleur buteur de l'Ar Bento. Il a marqué 11 buts depuis octobre 2010, depuis que Paulo Bento est sélectionneur. Il a plutôt d'ailleurs un bon ratio avec lui. En défense, il a opté pour Ricardo Costa. Alors c'est assez étonnant parce que il y a un joueur qui est assez prometteur, assez jeune, qui fait une belle saison avec le Zénith, c'est Luis Neto, qui n'a pas été titularisé. Ricardo Costa qui est devenu face à l'Allemagne avec Cristiano Ronaldo, le premier joueur portugais à disputer 3 phases finales de Coupe du Monde. Mais alors la grosse interrogation, c'était au poste de latéral gauche et surtout au milieu de terrain parce qu'on attendait le jeune William Carvalho, la grosse révélation au Portugal de la saison, le jeune milieu de terrain du Sporting qui est très puissant physiquement, qui a un profil que n'a pas le Portugal actuellement. Et ben finalement il est encore sur le banc Carvalho et ça veut dire que Bento, qui a de toute façon annoncé en conférence de presse qu'il allait continuer avec ses principes, qu'il n'allait pas tout changer après une défaite, il fait confiance au milieu de terrain qui avait été l'un des secteurs de jeu les plus décevants. Donc il garde Veloso au milieu de terrain qu'on pouvait pressentir au poste de latéral gauche et il met André Almeida au poste de latéral gauche. Et là bon, juste pour finir, qui a joué quelques matchs au Benfica cette saison en tant que latéral droit voire milieu de terrain, mais quasiment jamais en tant que latéral gauche. Donc c'est une défense vraiment inédite pour le Portugal quoi. Et Cristiano, comment il va? Bah écoute, Cristiano avant le match face à l'Allemagne, il avait dit je voulais être à 110%, je vais être qu'à 100%. Juste une petite indiscrétion, les joueurs du Portugal ont expliqué à leur entourage après la débâcle face à l'Allemagne que physiquement ils avaient vraiment accusé le coup, qu'ils comprenaient pas comment les joueurs allemands faisaient pour courir. Eux avaient les jambes complètement coupées. Là, ce soir ils sont à Manaus. Alors justement, c'est très très dur de jouer là-bas. Il y a beaucoup de scepticisme parce que la température elle est entre 25 et 30 degrés, le taux d'humidité il va être entre 62 et 90% je crois. Le Portugal s'est entraîné ces 2 derniers jours. Ils ont fait des entraînements d'acclimatation dans ce stade, histoire de s'habituer justement à cette température, à ce climat qui est très spécial. Sinon Cristiano Ronaldo, écoute, il a l'air de bien aller. Il y a eu cette espèce de buzz en France comme quoi il allait peut-être déclarer forfait au mondial parce qu'il avait mis une poche de glace sur le genou. Je vous rassure, il n'y a qu'en France que cette information a circulé. Il va comme il allait avant le mondial, c'est-à-dire il a des douleurs au genou, il l'a dit. Ça fait des mois, des années qu'il joue avec ces douleurs. C'est handicapant, mais il vit avec quoi. Coach, comment tu le vois ce match-là, donc entre les Américains qui ont gagné leur premier match, rappelons-le, face au Ghana, et les Portugais qui sont dans l'obligation de faire un résultat? Je ne vois pas les Américains perdre ce match. Voilà, je le vois comme ça. Après, j'attends avec impatience de voir une éventuelle réaction de Portugal et notamment de Ronaldo, mais j'y crois pas. Donc c'est plus facile de parler après. Là, on est avant le match. Voilà, tu me poses la question. Voilà comment je vois ce match. Daniel, pareil? Alors moi, je vois rien du tout dans cette Coupe du Monde. Il vaut mieux éviter de voir les matchs avant parce que tu n'as que des surprises. Il vaut mieux éviter et prendre du plaisir à regarder les matchs. C'est bien mieux. Toi là, j'étais en train de rigoler parce que je voyais qu'il y avait un Nantais sur la pelouse ce soir et c'était quand même un sacré événement. Bedoya, il est là. Le joueur américain. Edouard au 32-16 est là, il est supporter du Portugal. Edouard, salut. Bonsoir tout le monde. J'aimerais bien qu'on ait un Américain, ça ferait plus original, tu vois. Vous savez que un Américain là. Vous savez que les Américains, c'est le contingent de supporters le plus important ici au mondial. Derrière les Brésiliens bien sûr, mais sur les 31 autres équipes, ce sont les supporters américains qui sont les plus nombreux. Ça va être blindé à Manaus, les Américains ils vont faire USA. Voilà, blindé. Je pense qu'il y a quelques Portugais. Il y a une grosse communauté. Bon, c'est historique après, mais
Ouais, je pense qu'il y en aura quelques-uns quand même. Même si c'est vrai que c'est quand même assez isolé comme stade. Ah bah oui. Bon, Edouard, le stade n'est pas tout. Ben là, c'est quand même une ville. C'est pas non plus, le stade n'est pas dans la jungle. Ah, c'est pas dans la jungle à côté des animaux et tout ça, des serpents. Ça. Ah bon, c'est dans une ville. Non, c'est pas vrai. Edouard, comment tu le sens toi ce match, Edouard, avec toutes les infos qu'a donné Nico là? Bah écoutez, moi je pense que je suis assez confiant malgré que le stress est plus qu'au sommet de mes capacités. Je pense qu'on est confiant dans le sens où le Portugal, on a l'habitude des matchs très compliqués, c'est-à-dire toujours passer par les barrages, etc. Donc je pense que pour pression, je pense pas qu'ils l'ont plus que ça. T'es habitué à transpirer donc. Exactement. Mais même nous, supporters, on est habitués à ça du venant du Portugal. Sur un match du Portugal, il vous faut le DO H24. Ouais, c'est ça. Moi c'est pas tant ce match-là qui me fait peur, c'est plutôt le match face au Ghana. Physiquement, il risque de se faire. Moi, les Ghanéens. Calme-toi, Nico, t'es déjà super stressé sur ce match-là. Va pas penser tout de suite à l'autre. Non, mais c'est un match important. Le Portugal, même en cas de match nul, pourrait encore se qualifier. Voilà. Enfin, avec des si, ils peuvent y aller. Mais bon. Et voilà, Gilbert. Excuse-moi, Edouard, vas-y. On avait les mecs qui prenaient les matchs les uns après les autres. Lui, il les prend 2 par 2 maintenant. Non, mais ça se trouve, je vais rien prendre du tout, tu vois. Plutôt, je vais prendre cher. T'es tendu. Du prochain match aussi. Oui, tu disais, Edouard, pardon, tu voulais. Non, je disais aussi que c'est vrai que c'est pas tort. C'est vrai que en gagnant ce soir, peut-être d'accord, mais il faut penser déjà aussi au prochain match qui sera aussi décisif autant pour le Portugal pour le Ghana en cas de succès ce soir, quoi. Bien, messieurs, un mot quand même sur les Américains, parce que Nico, j'imagine que tu as bossé un petit peu ça. Également, c'est une équipe dont on a très peu parlé avant le mondial. Ils sont quand même arrivés en tête de leur zone, là, la CONCACAF, devant des équipes qui nous ont impressionnés, comme par exemple le Costa Rica ou le Mexique. Donc, on peut considérer que c'est quand même un signe important. Vous en pensez quoi ils terminent toujours pratiquement premier de cette zone, les Américains. Maintenant, c'est une présence régulière. Coupe du Monde, les Américains, ils y sont. Moi, ce que je trouve d'intéressant dans cette équipe et notamment dans ce match face au Portugal, on l'avait vu aussi face au Ghana, c'est leur approche psychologique. C'est-à-dire que Klinsmann est un coach hyper moderne, un manager. Il est même plus que ça. Enfin, il est psychologue. Il fait appel des fois à des méthodes très modernes, très américaines. Finalement, c'est finalement un pays qui lui va super bien. Mais c'est vrai qu'ils ont une approche qui est très différente. C'est-à-dire, les Portugais sont très fatalistes. Ils ont jamais rien gagné. Ils ont été jusqu'à perdre la finale de leur Euro chez eux face à la Grèce. Les Américains, ils ont rien gagné, mais ils abordent toujours les compètes quelles qu'elles soient avec la volonté de gagner. Les Portugais ils sont allés avec beaucoup de rêves, les Américains ils sont allés avec ça. Au Portugal on a beaucoup relevé ça, c'est-à-dire cette approche vraiment de différence psychologique dans l'approche des matchs, de la compétition, en disant que les Portugais avaient rendez-vous avec leur histoire forcément parce que c'était au Brésil, et les Américains ils y allaient parce qu'ils voulaient tenter quelque chose. Klinsmann et Bento, c'est deux personnages qui n'ont rien à voir. Alors ils jouaient pas au même poste quand ils étaient joueurs, ils n'ont pas du tout la même façon de s'exprimer, ils n'ont pas du tout la même présentation, ils n'ont pas du tout la même philosophie, ils n'ont pas du tout la même communication. Enfin, c'est une vraie confrontation de style, et c'est même au-delà de ça encore. Ça, c'est vachement beau, ça. Alors, messieurs, t'es totalement dans ton match, mon vieux. Petite interlude. Tu connais peut-être Nico Joao Ricardo Paleiro, tu connais? C'est quoi ça? C'est un commentateur vraisemblablement célèbre au Portugal qui est devenu célèbre parce que à la radio portugaise, il chante des chansons pour Cristiano Ronaldo dès qu'il marque un but. Florent Germain l'a rencontré et il nous a gratifié d'une des chansons qu'il chantera sur Cristiano. Avec le résultat, il doit avoir mal à la gorge, sûr. C'est Cristiano marque. Tiens, on va l'écouter. Quand même assez souvent. Ronaldo é luz, é raio estrela a marcar. Ronaldo põe Portugal a ganhar. Ronaldo é sim, nunca diz que não. Ronaldo marcou golaço agora pela seleção. Olha que golo bonito, tão bem trabalhado. Ele, Ronaldo, rematou colocado. Num gesto de craque, não há quem enganar. Quando ele chuta dali e vive esse momento lindo, olhando para vocês, Ronaldo agora está sorrindo. Ciao, abraço. Il est portugais ton mec ou brésilien? Il est portugais. Ben non, mais regarde-toi un peu sur les stars de ton pays. Non mais c'est l'accent, qu'est-ce que je te dis? Radio TSF. Ah, TSF en plus, ouais, c'est une belle radio. Mais j'écoute un Téléon moi, tu vois, donc moi je propose que Roland nous prépare une chanson sur Patrice Evra. Façon Garou. Façon Garou, Roland. Non, pas Patrice. Pat. Pat, je te kiffe. Façon Garou. Bah ouais. C'est-à-dire que Roland a la voix de Garou. Mon pote à moi. Mon pote à moi. Au lieu de mon pote à moi, c'est mon pote à moi.
Allez, le match à suivre donc avec Nicolas Villas, avec Pierre Dorian, avec Jean-Louis Tour qui va nous rejoindre dans quelques instants, également sur le live rmcsport.fr. Il est à suivre avec Raphaël qui est là ce soir. Salut Raphaël. Salut Gilbert. Tu vas te concentrer sur quoi, mon petit Raphaël, ce soir ? Je vais me concentrer sur un joueur qu'on se rappelle, c'est la Coupe du Monde 2002. Damarcus Bisley est à l'époque ailier. Cette année, il est latéral gauche. Ça pourrait profiter à Nani qui n'a pas vécu une belle saison, mais qui pourrait le dépasser en vitesse. Et Bisley n'est pas vraiment un joueur habitué à ce poste et il pourrait s'offrir. Vu son premier match. Oui, là, ça n'a pas été encourageant, mais là, il a un adversaire peut-être moins fort. Je pense que tu pourras dire ça pour n'importe quel joueur portugais, du coup. Quoi, vu son premier match? Bah ouais, ça marche pour tout le monde là. Voilà, donc, non mais c'est vrai. Tu sais que même les blessés, enfin certains joueurs blessés, donc ils vont pas jouer ce match-là. Ça a presque été vu comme une chance pour le Portugal. C'est-à-dire Rui Patricio était le numéro 1 indiscutable, mais bon, il avait toujours ses petites toiles. Certains ont dit le fait qu'il soit blessé, c'est pas mal. Juste, Beto qui le remplace, il a gagné la Ligue Europa avec le FC Séville face au Benfica, face à Jorge Jesus qui le taillait à cause de sa petite taille lorsqu'il était au Portugal. Et puis Hugo Almeida. Alors Hugo Almeida, finalement, il avait mis Bento dans l'embarras parce que lors du dernier match amical du Portugal face à l'Irlande, il avait inscrit un doublé. Mais je pense pas que Bento était dans l'idée de le mettre comme titulaire. Pareil, certains ont dit le fait qu'il soit blessé, c'est plutôt une bonne chose. Alors face à l'Allemagne, il avait essayé de lancer Eder qui a un profil aussi très athlétique. Ce sera Postiga ce soir. Merci messieurs. Dans quelques instants, nous sommes de retour. Bougez pas. Nicolas Villas, coach Courbis, Daniel Riolo, plus Pierre Dorian pour commenter le match, l'entrée des équipes, les hymnes avant États-Unis-Portugal. Je rappelle que tout à l'heure, la Belgique a battu la Russie 1-0, l'Algérie a battu la Corée du Sud 4-2. On a déjà eu 2 beaux matchs aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, puisqu'on se régale dans cette Coupe du Monde. Et là, ce qui arrive, ça peut encore être énorme. États-Unis-Portugal. Tout de suite, avec vous, 32-16. Intégrale RMC Brésil.